Donc, notre prochaine présentation sera celle de la perspective du patient et du public. Et je vais inviter Mme Karina Prévost, qui est patiente partenaire à l'unité de soutien SSA Québec et au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, à venir nous présenter cette perspective. Madame Prévost. Merci Marie-Jules. Bonjour à tous. Là, je fais de mon mieux pour vous partager l'écran. Desktop 2, je devrais y arriver. Partager, excusez-moi, j'y arrive. Est-ce qu'on y est? Oui. Oui, parfait. Mode présentateur. Voilà. Est-ce que tout le monde voit tout? M'entend? Tout est bien? Oui, tout est bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui et c'est avec beaucoup de fierté que je vais accomplir ou en tout cas tâcher d'accomplir ma tâche qui est celle de vous présenter ma perspective de patiente citoyenne partenaire et de ma perspective à l'accès au consentement des données. D'abord, je veux vous signaler que je devais prendre la parole avec mon collègue et partenaire Guy Poulain, mais malheureusement, celui-ci a eu une urgence familiale. Donc, il ne sera pas là. Ça va probablement nous laisser quelques minutes à la fin. Ça me ferait énormément plaisir d'entendre la perspective de certains de mes collègues ou représentants d'associations de patients qui sont peut-être présents parmi nous aujourd'hui. Donc, je veux aussi vous certifier que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est ma perspective bien personnelle. Ça n'engage que moi et que je n'ai aucune prétention de représenter un ensemble de patients aujourd'hui. Mon collègue Sylvain vient de vous présenter le concept de grand générateur de données ou de données massives. Je fais partie de ces gens-là. Je vais vous présenter un petit peu une étude de mon cas bien personnel, simplement pour vous démontrer la lourdeur d'un dossier médical potentiel ou en tout cas ce que moi je peux générer comme données ou que j'ai généré au cours de ma vie. Donc, moi, je suis atteinte d'une maladie génétique qui a été diagnostiquée il y a 45 ans, qui s'appelle la fibrose kystique. Depuis ce temps-là, j'ai un suivi médical qui est serré à raison de au moins aux 3 mois, et ça fait au moins une quarantaine d'années. J'ai cumulé près de 3 ans d'hospitalisation, plusieurs opérations. Dans ma famille, du côté de mon père, on a un historique familial de cancer du côlon, dont la moitié de la famille est décédée du cancer. J'ai une demi-sœur qui est décédée de la fibrose kystique. J'ai aussi reçu une greffe pulmonaire en 2014 et bientôt, je vais me faire opérer pour un 3e cancer de la peau. Donc, comme Sylvain, j'ai une pièce pleine d'informations médicales qui me suivent, virtuelles ou non, compte tenu de mon âge. Et conséquemment aussi, il y a plusieurs aventures médicales en lien avec la génération de données qui me sont arrivées ou que j'ai vécues, dont entre autres dans les années 2000, une importante embolie pulmonaire, un peu à l'image de Sylvain, où je me suis ramassée dans un hôpital régional alors que j'étais suivie à l'Hôtel-Dieu de Montréal et que quand je suis arrivée à l'urgence, les gens ne savaient même pas que j'étais atteinte de fibrose kystique. Et ce qu'ils m'ont proposé, c'est qu'il fallait recommencer les examens médicaux à zéro pour essayer de construire un dossier alors que j'étais vraiment en situation d'urgence médicale importante, avec un saignement qui nécessitait une opération rapide. Donc, c'est pour vous montrer un peu combien ça peut être complexe aussi de posséder toutes ces informations médicales-là dans notre dossier. Du même coup, pour moi, la recherche, c'est fondamental, c'est vraiment très, très, très important parce que c'est aussi grâce à la recherche que je suis encore en vie aujourd'hui. Quand je suis née, on a diagnostiqué la maladie en 1975 et mes parents, eux, se sont fait dire que mon espérance de vie probable était d'autour de 12 ans. À l'époque, c'était très, très rare de voir des jeunes dépasser cet âge-là. Et c'était très, très peu probable que j'allais survivre au-delà de cet âge. Mais grâce à la recherche, grâce aux apports des nouvelles découvertes, aujourd'hui, je suis encore ici, puis je vais bientôt avoir 49 ans. Donc, comme patiente, comme citoyenne, j'ai vraiment, vraiment pleine conscience de l'importance de la recherche médicale. Pour ce qui est de ma perspective de l'accès aux données, conséquemment, avec tout ce que je viens de vous nommer,
au cours des 40 dernières années, on m'a au moins approché une trentaine de fois pour faire partie de projets de recherche divers, pas comme patiente partenaire, mais bien comme sujet de recherche. Puis malheureusement, au cours de tout ce processus-là, ben, se faire expliquer chaque projet, c'est souvent long. C'est vraiment, vraiment complexe. Ça demande un engagement de temps, un engagement de concentration, puis aussi une volonté d'essayer de comprendre des choses qui ne sont pas nécessairement accessibles, comme mon collègue Sylvain a mentionné tantôt, des protocoles d'une vingtaine de pages, quand on a 14, 15 ans, puis on se fait asseoir pour se faire expliquer ça. Même à 20, 22 ans, c'est pas toujours pertinent. On n'a pas envie d'entendre ça. Mais parallèlement, on est tiraillé parce qu'on veut accepter de participer. Et si on ne le fait pas, ce qui m'est arrivé malheureusement à plusieurs reprises au cours de mon adolescence, ben, il y a une grande culpabilité qui s'installe parce qu'en parallèle, c'est un paradoxe, c'est qu'on comprend l'importance de cette recherche-là. Fait que pour moi, c'est vraiment fondamental. Il faut vraiment faciliter l'accès aux données à la recherche et aux chercheurs nécessairement. Je pense que ça va alléger cet accès-là, ça va bénéficier à tous, ça va faciliter l'accès au travail des équipes de recherche. Ça va aussi alléger probablement une partie de l'écosystème hospitalier, puis ça va aussi faciliter la vie des patients. Comme je vous dis, ça va enlever un élément de culpabilité, puis ça va aussi permettre de pouvoir consentir plus facilement. C'est vraiment important pour moi, admettons, que tout ce que j'ai vécu comme difficulté, comme travers de santé, puisse servir au bien commun, je vous dirais. C'est dur de penser que tout ça ne servira à rien, que ça ne va pas bénéficier à l'ensemble de la population, un peu à l'image du bagage que je traîne, mais j'aimerais ça pouvoir le redonner à la communauté. Mais en même temps, ce bagage-là, je veux qu'il serve à l'aspect médical, mais je veux aussi avoir un certain contrôle de tout ça. Puis je veux que ce soit inclusif. C'est important pour moi de penser que toutes ces données-là, ben, ce ne sera pas juste une certaine classe ou une certaine couche de la population qui va pouvoir donner ces données, mais que les chercheurs vont bénéficier de l'ensemble des données de la population, c'est-à-dire les gens racisés, les gens immigrants, les gens dans la rue, les populations des Premières Nations. Il faut vraiment, on est un ensemble, on est un tout. Il faut vraiment que tout le monde soit inclus dans cette grande banque de données-là. C'est important pour moi. Mais c'est mes données, c'est ma vie, c'est mes données. C'est tout l'ensemble de mes expériences qui a fait que j'ai généré ça. Alors, pour moi, comme patiente, comme citoyenne, c'est vraiment important d'avoir mon mot à dire. Je veux avoir l'option de le fameux opt-in, opt-out. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Puis je veux aussi savoir si mes données vont faire œuvre utile. C'est-à-dire que j'ai certaines convictions, j'ai des valeurs, je suis qui je suis, et ces données-là, pour moi, elles sont porteuses d'un sens. Et je ne peux pas juste lancer ça un peu dans l'univers puis dire un peu comme Sylvain disait tantôt, ben écoute, ça flotte, ça y va, puis c'est une espèce de grosse banque où tout le monde va se servir un peu n'importe comment. Moi, c'est quelque chose qui me rend profondément inconfortable parce que c'est par valeur pour qui je suis et ce que je représente. Et j'ai des grandes chaînes de la sécurité, la vie privée, puis comme je disais tantôt, l'inclusion. On l'a vu, que ce n'est pas médical, mais Desjardins, Capital One. Il y a des répercussions certaines à considérer pour la population dans son ensemble. C'est-à-dire que peut-être que pour moi, Karina, c'est pas tellement grave parce que je suis un cas, je suis dans un data lake, comme tu viens de le nommer tantôt aussi. Moi, je suis comme une cause perdue. Je suis prête à donner mes données à la recherche sans trop me préoccuper de ma vie privée, en sachant que de toute façon, ce qu'on trouve sur moi, sur Internet déjà, est associé à la maladie. Mais quelqu'un qui a vécu un épisode de soins aigus doit être protégé parce que cette personne-là vit une vie sociale et ça peut avoir des répercussions sérieuses sur l'ensemble, sur sa carrière, sur ses assurances, sur ses enfants. Ça peut aller loin. Donc ça, c'est vraiment à considérer et faire attention à ça. Puis pour moi, il faut vraiment travailler en co-construction avec les citoyens et les patients, mais de tout horizon,
pour éduquer, vulgariser et surtout rassurer. Donc, ça nous prend une information qui est lisible, accessible, conviviale et vulgarisée. Il ne faut pas négliger ça, selon moi. Il faut donner des exemples concrets aux patients pour l'amélioration. Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça va amener sur la table? Qu'est-ce que ça fait socialement pour le monde médical? J'aimerais ça, moi, savoir tous les... Il y en a que je n'ai pas signé, mais il y en a des consentements que j'ai signés. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça... concrètement, à quoi ça a servi. Même si j'ai parfois des petites idées, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps ou que je puisse aller puiser ces informations-là quelque part. Et c'est vraiment important pour moi associer les patients à la co-construction de ce processus de consentement-là. Si je fais rapidement un retour sur ce que je vais nous raconter, donc pour moi, c'est important de donner un sens critique aux patients en lien avec le consentement dans l'accès aux données. C'est des données ce sont nos données, bien sûr. Donc, on a l'option de choisir puis savoir à quoi ça va servir, puis on s'engage si on le veut. En deuxième lieu, c'est que le bien commun doit être au centre de la réflexion. Pour s'assurer aussi de protéger la vie privée et les données des patients et des citoyens en ayant conscience des répercussions, même si ce n'est pas infaillible. Il ne faut pas oublier ça, c'est vraiment important. Puis le processus de consentement simple à la portée du plus grand nombre qui va se montrer rassurant quant à la sécurité des données, ça va susciter aussi la confiance. Moi, je pense à des éléments comme le Carnet Santé Québec et aussi la RAMQ. Ce sont de bons dispositifs qui sont déjà établis. Je pense qu'on gagnerait beaucoup, puis on gagnerait beaucoup en la confiance aux patients d'utiliser ces éléments-là qui sont déjà en place, ces structures-là, qui pourraient aussi amener à rassembler et à sécuriser les patients et les citoyens. Merci beaucoup.